plaisir est pour nous de vous informer ce soir, mesdames et messieurs, bienvenue. En séjour en République démocratique du Congo, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a échangé avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ainsi au cours d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères congolais. Anthony Blinken a fait part de l'appui des États-Unis dans les efforts de médiation en cours dans la région face au conflit RDC-Rwanda. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken, accueilli à l'aéroport international de Njili ce mardi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mongalema pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain a, face au président congolais, affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Kinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement et des mines. Le chef de l'État congolais et son hôte ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements à RDC pendant leur discussion. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais, Christophe Lutundula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts des Nations Unies dans un rapport, les États-Unis ne ferment pas l'œil, a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivons de près la situation, a rassuré le secrétaire d'État américain qui, selon ses propres mots, partage le désir de la fin des hostilités tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Par rapport à l'Est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations. C'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations. Nous voulons que cette violence qui sévit à l'Est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Une position claire que Blinken promet de capitaliser dans ses discussions avec les autorités de Kigali après son séjour de Kinshasa. Respectueux de la souveraineté des États, les États-Unis, par son secrétaire d'État, rassurent de sa volonté de ne pas entretenir une relation unilatérale, mais de travailler aux côtés de la République démocratique du Congo pour renforcer sa démocratie. C'est sur cette toile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié. Une vieille amitié, mais qui résiste à l'érosion du temps, aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sur cette toile de fond. Toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très turbulente. La problématique du climat a également occupé une bonne place dans ses échanges avec la presse. Non, la RDC ne vend pas son patrimoine et veille à la protection de l'écosystème pour le bien de l'homme, a répondu Christophe Lutundula à la question sur les conséquences directes de l'exploitation des blocs gaziers de la RDC, dont les appels d'offres ont été récemment lancés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné son accord ce jour pour la mise en place d'un groupe de travail avec les États-Unis pour veiller à ce que cette exploitation soit faite dans les normes. Anthony Blinken va poursuivre. Parlons du processus électoral à présent. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu en tête avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en séjour en République démocratique du Congo. Cet entretien s'est déroulé dans la concession Cortex de la commune de Ngaliema où se tenait également une activité organisée par Internews. Autre détail dans ce reportage.
À son arrivée, le secrétaire d'État américain, dont le programme prévoyait la visite du projet Hackathon, et le numéro 1 de la centrale électorale, accompagné de la directrice adjointe d'Internews, Noémie Kilembe, ont visité les différents stands avant d'avoir un tête-à-tête en privé. Dans le cadre de ce projet, 35 jeunes dont l'âge oscille entre 18 et 35 ans, répartis en 5 groupes, ont été mis à contribution durant 2 jours pour proposer une solution numérique pour mieux vulgariser l'information électorale. Cette activité se déroule dans le cadre d'un projet financé par l'USAID ainsi que les coopérations suédoises et suisses. USAID a fourni à Internews un fonds supplémentaire pour promouvoir l'engagement citoyen à travers des informations exactes et fiables. Internews s'est appuyé sur un partenaire local, Kinshasa Digital, pour l'organiser. C'est un concours des jeunes qui vont devoir proposer des solutions numériques pouvant permettre de vulgariser encore mieux l'information électorale. Cependant, le commun des mortels n'est pas suffisamment informé par le processus électoral et sur des élections de manière générale. De là qu'est venue l'idée de mettre des jeunes à contribution en proposant cette solution qui, espérons, va aider le processus électoral en termes d'information. Ils seront devant un jury composé des représentants de la société civile, des experts de la CENI ainsi que du ministère du numérique qui vont sélectionner les 2 meilleures propositions. Et pour terminer ce chapitre, Maître Fabrice Pelende, président national de l'avenir du MLC, appelle le gouvernement congolais à tirer profit de la visite en République démocratique du Congo du secrétaire d'État américain en vue non seulement de résorber la crise à l'Est, mais aussi de placer la RDC en pole position au niveau régional. Maxime Makabou a recueilli ses propos. La RDC soit demain la grande puissance de la sous-région. Maître Fabrice Pelende, président national de l'avenir du MLC, invite le gouvernement congolais à profiter de la situation actuelle à travers le monde avec l'arrivée à Kinshasa du secrétaire d'État américain Antony Blinken pour restaurer la paix à l'est du pays, mais aussi placer la République démocratique du Congo en pole position au niveau régional. L'arrivée du secrétaire d'État américain annonce beaucoup de choses. Déjà, vous devrez comprendre que c'est la politique mondiale qui est dans l'instabilité. Donc, quand vous arrivez dans la sous-région, vous constatez que Kagame ne représente plus les intérêts des Américains comme il le faisait avant. Et l'hégémonie politique veut en sorte que cette leadership, cette tendance politique puisse basculer. Ne vous étonnez pas que la RDC soit demain la grande puissance de la sous-région. Parce que ce sont des bases. Je dis ça en référence à des éléments concrets. Entre autres, si vous suivez la déclaration du secrétaire d'État américain, d'abord, il dénonce le fait que c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo. Et ce qui m'a plus intéressé, ce qui m'a plus tiqué, il a parlé de souveraineté, du respect des territoires et l'influence de chaque nation. C'est facile à comprendre que même aujourd'hui, les Américains, parce qu'on ne parle pas des Nations Unies, on parle des Américains. Les Américains ont pris le devant pour d'abord chercher à redistribuer les cartes au niveau de la sous-région. Et là, j'étais sur le plan diplomatique international. Au niveau de la diplomatie interne, nous ici, avec Félix Tshisekedi, excusez-moi, nous avons accompagner ce processus de paix en épuisant tous les moyens de recours établis sur le plan de la sous-région relativement aux accords pour arriver à une paix durable. Mais ce constat macabre malheureux est que nos amis les Rwandais, non seulement ils ont été cités et dénoncés, mais ils sont dans une phase où ils n'ont plus de cartes à présenter. Donc, je pense que cette arrivée doit être bien regardée dans un œil politique. C'est le moment pour le Congo de profiter, de chercher à se positionner sur la sous-région, et j'adresserai un message au président de la République. Aujourd'hui, monsieur le président de la République, si vous me suivez, sachez que le Congo est dans une position de force à l'égard du droit international, à l'égard de tous les enjeux politiques et économiques que le Congo peut apporter aujourd'hui au monde.
Tout à fait autre chose. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, et la gouverneure de la province de Maïndombe ont échangé ce mercredi 10 août sur les priorités environnementales de la province de Maïndombe. Le détail dans ce reportage de Nancy Ileka et Doudou Montiri. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a reçu le mardi 9 août 2022 la gouverneure de la province du Maïndombe en séjour à Kinshasa. Rita Bola a profité de cette rencontre pour solliciter l'arbitrage de la vice-premier ministre Eve Bazaïba entre la DGRAD et la province de Maïndombe. Dans l'économie de ses explications, la gouverneure de Maïndombe a fait savoir à la vice-premier ministre l'existence de la taxe sur la superficie forestière, une taxe qui contribue au développement de la province, aujourd'hui reprise par la DGRAD. J'avais un gros souci de notre province parce qu'il y a une taxe sur la superficie forestière qui a été reprise en fait par la DGRAD. Et c'est cet acte-là qui fait, je peux dire, qui faisait relever la province. Alors j'aimerais que elle, qui est la patronne de l'environnement, puisse un peu voir avec les forestiers comment est-ce qu'ils peuvent exploiter dans une province et ne pas payer les redevances de cette province-là pour venir payer au gouvernement central. C'est vraiment un problème sérieux qu'il faut qu'elle soit comme arbitre entre nous et la DGRAD. Elle a bien reçu, elle convoquera dans les jours à venir les représentants des experts des provinces forestières afin de résoudre le problème. Outre les priorités de la province, la gouverneure a également présenté ses civilités à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, depuis son investiture par ordonnance présidentielle du 28 juillet 2022. Rita Bola, gouverneure de Maïndombe, affirme avoir obtenu des promesses fermes de l'implication de Eve Bazaïba qui prochainement convoquera les experts de la province pour l'éclairage du dossier. En santé, ouverture ce mercredi 10 août 2022 de la formation régionale de préparation sur les fièvres hémorragiques virales dans la région Afrique, une activité organisée par l'Organisation mondiale de la santé. Nancy Ileka était là pour le compte de CCTV et Ralik. Une formation régionale de préparation opérationnelle sur les fièvres hémorragiques virales dans la région Afrique a été ouverte ce mercredi 10 août 2022 sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Les participants passent en revue l'épidémie d'Ebola et d'autres maladies virales qui secouent plusieurs pays d'Afrique pendant une décennie. Question de réfléchir et renforcer la confiance des experts présents sur les lieux dans la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à la réponse de fièvre hémorragique virale au moyen de la formation et d'un transfert de compétences. Représentant le chargé de bureau de l'OMS en RDC, Dr Vital Mondongue reste optimiste quant à la réduction des flambées de ces fièvres hémorragiques virales. Pour la circonstance de cet atelier, il s'agit des capacités spécifiques pour la prise en charge des malades de fièvre hémorragique, les cas d'Ebola que nous connaissons d'une manière récurrente. Le programme de préparation et de réponse aux urgences sanitaires de l'OMS a récemment validé un manuel de formation sur la prise en charge de ces fièvres hémorragiques qui prend en compte l'utilisation des médicaments nouvellement approuvés. Et vous savez que ces médicaments ont fait l'objet des expériences ici en RDC. Donc il est donc nécessaire que les personnels de santé soient bien formés à l'utilisation de ces médicaments ainsi que la prise en charge. Dans son mot de circonstance, Bodi Ilonga, secrétaire général ad intérim de la santé, revient sur le bien fondé de la dite formation. Cette formation à travers le programme de préparation et réponse aux urgences sanitaires, l'OMS a récemment validé, comme le représentant de l'OMS l'a dit, un manuel de formation sur la prise en charge des fièvres hémorragiques virales qui prend en compte les médicaments nouvellement approuvés. Il est nécessaire donc que les personnels de santé soient bien formés sur les nouvelles procédures de gestion de cas de fièvre hémorragique virale afin de lutter contre les flambées. Notez que c'est le vendredi 12 août
2022 que les lampions de cette formation centrés sur les fièvres hémorragiques virales en Afrique vont s'éteindre. Fin ce 10 août 2022 du moratoire accordé aux motocyclistes communément appelés les Wewa pour se conformer à la loi en ce qui concerne le port obligatoire des plaques d'immatriculation. Le ministre provincial de Transport a eu des entretiens quant à ceux avec le commandant de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Le point avec Gisèle Etoko. Écoute. À partir de ce jeudi 11 août 2022, aucun motocycliste ne devra circuler sans plaque d'immatriculation dans la ville-province de Kinshasa. Le moratoire leur accordé par l'autorité urbaine ayant expiré. Ainsi, pour emmener les mototaximens communément appelés Wewa à se conformer à cette règle, le ministre provincial de Transport, Amos Ngokoso, est allé voir le commandant de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, afin de s'accorder sur les dispositifs à mettre en place pour emmener ces conducteurs de moto à se conformer à cette règle. Je vais voir le général, le commandant de la ville, par rapport au moratoire qu'on avait accordé aux motocyclistes. L'autorité de la ville avait demandé aux motos d'acheter des plaques d'immatriculation et une date leur avait été accordée. C'est le 10 de ce mois-ci. Et en prévision de ce qui va se passer le 10, je vais voir le général pour qu'on mette en place des dispositifs afin d'amener tous les motocyclistes de la ville de Kinshasa à enrôler à partir du 10 avec une plaque d'immatriculation. Donc à partir du 11, on va voir dans la ville de Kinshasa aucune moto sans plaque. Donc ce qui a été promis, on va détailler le acte. C'est comme ça que je vais voir la police. On se met d'accord qu'on harmonise et voir comment l'opération va se passer. Le général Silvano Kasongo s'est adressé aux motocyclistes en ces termes. On va passer ce jour de ce échanger avec les cyclistes. Un délai a été défini. On a encore besoin de c'était le 10. Là, le service est venu avec la réquisition. Sur notre venait d'enseigner les réquisitions demandant à l'acte de la police. C'est ça la base légale pour dire aux compatriotes les Wewa qu'à partir du 11, aucune moto ne va circuler sans plaque. Le 11, toutes les unités de la police seront déployées pour arrêter les motos qui seront sans plaque. C'est le moment d'aller payer, d'aller acheter la plaque parce que à partir du 11, dès qu'on arrête toutes les motos, on n'aime pas seulement payer la plaque, mais aussi payer les amendes. Et pour refermer complètement ce journal, les ressortissants du secteur de Dongo, territoire des Kungu dans le sud, Ubangui, résidant à Kinshasa, ont déposé ce mercredi 10 août 2022 un mémorandum auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans lequel ils dénoncent ce qu'ils qualifient de déstabilisation de leur secteur par le gouverneur Jean-Claude Mabenze. Regardez. Dans leur mémorandum venu déposer auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ressortissants du secteur de Dongo dans le sud d'Ubangui, vivant à Kinshasa, dénoncent l'incompétence notoire, l'ignorance criante des normes régissant la territoriale, l'insubordination, la création de conflits communautaires pour de fins politiciennes, dont le chef du gouverneur du sud d'Ubangui, Jean-Claude Mabenze. Notre gouverne, depuis son arrivée à la tête de la dite province, plusieurs conflits de pouvoir coutumiers ayant entraîné mort d'hommes, incendie des villages et déplacement de nos populations vers le Congo-Brazzaville. Citons à titre indicatif et illustratif les cas de conflits Mbanda et Lingotobe, conflit du pouvoir coutumier d'Imesa en secteur de Dongo, conflit du pouvoir coutumier Motuba, secteur de Bomboma, conflit de pouvoir coutumier dans les groupements Libobi, Lifunga, Lipoko, Mondongo dans le secteur de Mwanda, ainsi que les groupements Bogbano, et avec 8 chefs de groupements qui ont été remplacés ça et là. En effet, il est non seulement reproché des insuffisances et incompétences politiques, juridiques et intellectuelles d'administrer la dite province, mais aussi des suspensions et nominations illégales. Et c'est dans le souci de créer les troubles de la province en général et en particulier dans le secteur des Dongo. Au regard des dispositions pertinentes évoquées si haut, violées par le gouverneur Jean-Claude Mabenze, la communauté originaire du secteur de Dongo vivant à Kinshasa recommande ce qui suit. Pire encore,
Par son incompétence ou son ignorance décriée, le gouverneur Jean-Claude Mabenze, dans son arrêté numéro 222, bar 086, bar CAD, bar ProGouv, bar JCM en province de Sidou Bangui, bar 2022, du 26 juillet 2022 portant réhabilitation de M. Manial Ngangata Désiré. Les motifs qu'il s'est conformé au message officiel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Cipra évoqué, en oubliant le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs et des lois de la République. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de Canal Congo Télévision.